Bonjour et bienvenue dans Petites Étincelles. Merci déjà de l'intérêt que vous portez au podcast. Si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à partager et puis à en parler autour de vous. C'est toujours agréable pour moi de me sentir écoutée. Alors ce mois-ci, j'aimerais mettre en avant l'hypersensibilité. C'est un sujet dont on parle de plus en plus ces dernières années. On peut dire dont on parle enfin. Je le suis depuis toujours, ce qui fait de moi une personnalité à part, qui ressent le monde, les personnes, puissance 10. C'est maintenant, à 45 ans, que j'apprends à l'apprivoiser et que j'en ai fait une force. À mes côtés, ma nièce de cœur, qui est également hypersensible. Elle s'appelle Chari Molnar, elle a 26 ans, elle est un puits de bonté, de trop plein, de grands hauts et de grands bas. C'est un être à part et je suis très heureuse de l'avoir à mes côtés. Bonjour Chari, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Valérie, ça va très bien. Alors je vois que Chari a les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux parce que j'ai pas l'habitude d'en parler et l'hypersensibilité c'est quelque chose que je ne connaissais pas au départ. Et donc j'en ai entendu parler un peu autour de moi, j'ai entendu des personnes qui me comprenaient, d'autres non. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était partie de nous et qu'il fallait apprendre à vivre avec. Je pense que ça peut être une très grande force quand on sait le maîtriser, mais ça peut aussi être un handicap au quotidien quand on ne sait pas gérer ses émotions. Et quand elles prennent part de nous, elles prennent un peu le dessus sur ce qu'on désire faire ou ce que l'on désire dire. Et parfois, on ne se sent plus maître de nous. On a l'impression que nos émotions sont plutôt maîtres de ce qu'on peut ressentir. C'est il y a combien de temps, plus ou moins, là t'as 26 ans, ça fait combien d'années, plus ou moins, que tu t'en es rendu compte ? Je pense que j'ai toujours été un peu consciente de ça, dans le sens où, que ce soit depuis mon plus jeune âge ou à l'école ou même à l'université, j'ai toujours eu des réactions un peu démesurées quand je comparais avec mes connaissances ou mes amis, ou même ma famille. Et j'osais pas trop en parler au départ, car j'avais l'impression d'être un peu à part entière. Et puis je me suis rendu compte que voilà, c'était partie de moi. Donc je dirais que ça fait plutôt 4-5 ans que j'en ai pris conscience. Et voilà, je vis avec au quotidien. Et c'est pas facile de vivre avec au quotidien ? Non, pas vraiment, car ça prend des mesures parfois très grandes dans notre vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou privée ou même avec la famille. Donc on n'a pas toujours facile à exprimer ce qu'on ressent. Parfois, il faut que je fasse des efforts pour laisser aux autres le temps de comprendre mes réactions. Donc c'est pas facile tous les jours, mais je pense que c'est un apprentissage de toute une vie. C'est joliment dit, on va un peu parler de ta petite enfance. Qu'est-ce que tu avais ? Tu te sentais à part des autres petits copains dans la classe ? Je pense que quand j'ai été plus jeune, donc à l'école, je ressentais pas encore cette différence. Donc j'ai toujours été très souriante, on m'a toujours dit que j'étais un petit rayon de soleil. Donc j'avais cette tendance à être toujours de très bonne humeur. Mais quand il y avait des choses qui pouvaient me frustrer, j'allais très vite tomber dans une grande tristesse. Donc c'est un peu toujours les extrêmes, toujours soit très contente ou soit très triste. Mais je m'en suis pas forcément rendu compte à l'école, c'est plutôt arrivé quand j'étais au lycée. Donc j'étais toujours très joyeuse, mes amis me disaient toujours c'est incroyable, à chaque fois qu'on te voit, t'as le sourire aux lèvres, tu fais tu fais le bonheur autour de toi, t'es toujours souriante, toujours en train de rigoler. Mais après j'avais aussi ces périodes où j'étais un petit peu plus triste et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, donc j'avais pas encore les mots sur ça, je savais pas que c'était de l'hypersensibilité et j'en parlais pas énormément, on va dire que j'en parlais surtout avec ma mère. Donc ma mère ça a été mon pilier et ça l'est encore aujourd'hui je pense. Et voilà, donc j'en parlais que avec elle et c'est que maintenant que j'arrive un peu plus à en discuter avec les personnes qui m'entourent. Est-ce que maman, justement, ta maman qui est en plus dans le secteur médical, est-ce qu'elle a pu mettre très vite un nom sur ce que tu avais ? Non, je pense pas. Enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Mais je pense qu'elle doit en être consciente car elle m'a toujours soutenue dans ce que je traversais. Elle m'a toujours rassurée. C'est vraiment la personne qui savait le plus savoir quoi me dire et quoi faire pour que j'aille mieux. Et donc, je ne sais pas si elle savait que c'était de l'hypersensibilité, mais en tout cas, elle savait comment la gérer et comment prendre en charge cela. Alors toi, maintenant, avec l'âge, avec un peu plus d'expérience, quels sont tes petits trucs quand tu vas pas bien ? Sur quoi tu peux t'appuyer à part ta maman ? Alors, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de faire des choses qui me tiennent à cœur. Donc, je passe beaucoup de temps avec mes amis, avec ma famille. Pour moi, la famille, c'est très important, donc j'essaye de les voir le plus souvent possible, car ça m'apporte vraiment de la joie de passer des moments entourés.
Donc vraiment, c'est ça, je dirais, d'être entouré, parce que quand on est seul, on va beaucoup plus avoir tendance à ruminer ses émotions, et c'est là qu'elles vont vraiment prendre le dessus. Donc oui, j'essaye de remplir mon temps. On va dire que je pense que c'est aussi un trait des hypersensibles, c'est qu'on est un petit peu hyperactif. Donc je supporte vraiment pas cette sensation de rester à rien faire. Et du coup, j'essaye de m'occuper le maximum, remplir chaque moment de ma vie. Et t'as pas des grands bas? Parce que moi, j'ai besoin souvent aussi, j'adore effectivement le contact, mais tout à coup, j'ai besoin de m'isoler très fort. Oui, ça aussi, ça m'arrive de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais avoir besoin de voir du monde. Et il y a des moments aussi où je vais vite me sentir un peu étouffée par les gens. Même si c'est des personnes avec qui je me sens proche, avec qui je me sens bien, je vais avoir besoin de prendre une distance. Et je sais pas trop expliquer à ce moment-là qu'est-ce qui fait qu'à ce moment j'ai besoin de la distance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de mon moment de solitude. Et c'est vrai que la solitude est aussi importante pour pouvoir penser, se retrouver avec soi-même. Mais par contre, j'ai jamais besoin de rester trop longtemps seule. Il faut toujours que je retrouve le contact social après quelques temps. Et au niveau des sens, comment ça se passe? Est-ce que tu as... Moi, je sais qu'avec l'âge aussi, je suis très sensible à la lumière, je suis très sensible au bruit, au son. Il y a des choses qui me vont pas du tout et qui me heurtent. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Alors, je dirais que le sens le plus fort, c'est surtout le bruit. Donc, typiquement avec la télévision, avec la radio, des sons qui vont me paraître très, très oppressants. Donc, simplement, journal télévisé, je vais avoir tendance à baisser le son parce que c'est trop fort, alors que les personnes à côté, j'ai pas l'impression que ça les dérange. La lumière aussi, donc c'est vrai que quand je suis dans une salle qui est éclairée par la lumière du jour, je vais vite me sentir éblouie. Et c'est accentué dans les moments d'angoisse. Donc j'ai remarqué que les périodes où j'étais plus angoissée, je vais avoir tendance à ressentir beaucoup plus fort la lumière. Donc je ne sais pas est-ce que c'est corrélé ou pas, mais au niveau du bruit et de la lumière, c'est vrai. Et pour le reste, le toucher aussi. Donc je vais avoir tendance à ne pas trop supporter qu'on me touche. Et parce que je le ressens un peu comme une agression. C'est comme si, voilà, on va dire, il y a des gens, ils adorent se faire des câlins, se serrer la main, se faire la bise, et moi je suis assez distante à ce niveau-là. Je me sens vite agressée quand on me touche, même si c'est dans une bienveillance. Et l'odorat? L'odorat, j'ai pas particulièrement de sens à ce niveau-là, je pense. Alors justement, tu parlais là, c'est intéressant, tu parlais d'agression. Et c'est ça aussi, je pense, l'hypersensibilité, c'est on ressent tout, puissance 10 000. Je sais pas puissance combien, ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est tout est trop. Donc on peut aller vraiment d'un extrême à l'autre, et on peut se sentir très 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 vite agressé. Est-ce que tu as ça dans quel genre de situation? Parce que ça peut être handicapant pour le boulot, ça peut être handicapant même en amitié, en amour. Oui, c'est vrai. Ben, disons que je l'ai un peu dans tout, en fait. Je vais vite me sentir agressée. Je sais pas exactement comment l'expliquer là tout de suite. Ça va dépendre de la situation. Donc, on va dire au boulot, j'accepte assez souvent la critique parce que je pars du principe qu'on me fait une critique, elle est positive. Dans l'amitié, je pense que c'est pareil, mais je suis en constante recherche d'amélioration. Et donc, on va dire que si la personne me fait un reproche ou a une attitude envers moi que je considère injustifiée, c'est là que je vais vraiment le vivre comme une agression. Et là où quelqu'un d'autre va peut-être être indifférent à cela, moi, ça va avoir un énorme impact sur moi. Donc, ça peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours. Et je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre parce que je vais pas simplement voir ça comme une agression, mais ça va remettre en question tout un fonctionnement dans ma personnalité. Et donc, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai reçu cette remarque ou pourquoi j'ai reçu une telle attitude, et je vais commencer à vraiment me demander qu'est-ce que je dois changer en moi et me poser plein de questions. Et c'est vrai que parfois c'est assez dur. On fait souvent une corrélation entre hypersensibilité et haut potentiel. Alors, est-ce que tu as déjà fait des tests? Ou est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as peur de les faire? Parce que finalement, c'est mettre une étiquette sur qui tu es vraiment. Est-ce que ça changerait quelque chose? Tu en penses quoi? C'est vrai que j'ai entendu ça. Alors, est-ce que j'ai envie d'en faire? Ça m'a déjà traversé l'esprit. Je sais pas si je vais vraiment le faire ou pas, car j'ai pas envie que ça change ma manière de penser ou ma manière d'être.
Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une idée, mais je pense que même quand on a un diagnostic de haut potentiel, ça doit pas non plus... c'est pas comme si ça allait me soulager de me dire « Ah, je suis au potentiel, donc ça explique certaines choses ». C'est juste, je pense, une information supplémentaire, mais qui va pas m'apporter beaucoup de choses dans ma vie ou qui va pas forcément m'aider au quotidien avec la gestion de l'hypersensibilité. Donc là, dans l'immédiat, je pense pas faire de test et j'en ai jamais fait à ce jour. Non. Alors, t'as fait quoi comme études? T'as fait des études d'ingénieur? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc j'ai un diplôme d'ingénieur en sciences de la Terre. Donc les sciences de la Terre, c'est un domaine un peu comme ce qu'on voyait au lycée dans la SVT. Donc c'est tout ce qui est relié au sol, en fait, aux énergies, aux ressources du sol, à l'exploitation des ressources du sol, à la gestion des risques naturels. Donc c'est un sujet vraiment très intéressant. Et j'ai fait ça donc à Polytech Sorbonne et aujourd'hui je travaille dans ce domaine, donc j'en suis très fière. Et voilà. Et pourquoi tu t'es dirigée vers cela? Est-ce que c'est important un peu de changer le monde? Pour être honnête, quand j'étais au lycée, en fait, j'avais quelques facilités dans les matières scientifiques, mais j'arrivais pas vraiment à trouver ma voie. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de tests d'orientation, j'ai fait beaucoup de conseillères d'orientation, et j'avais toujours cette idée que je voulais me rendre utile, mais je ne savais pas comment, et il n'y avait rien qui me paraissait vraiment attrayant. Donc, j'en ai parlé avec mon professeur de mathématiques qui m'a conseillé de faire une prépa intégrée. Et donc, c'est ce que j'ai fait parce que il m'a expliqué qu'en étant ingénieur, on pouvait avoir plus de portes ouvertes par la suite. Et je pense qu'il avait raison parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choix dans mes domaines d'activité. Si demain je veux changer, il y a plein de portes qui sont ouvertes devant moi. Et cette sensation de vouloir être utile, c'est pour ça, je pense, que j'ai choisi l'environnement. Ensuite, je peux pas vraiment dire que c'est une vocation parce que je l'ai pas vraiment encore trouvée, mais c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur de pouvoir participer à la préservation de notre planète, de laisser un avenir meilleur pour les générations futures. Et voilà, pour l'instant, c'est dans ça que je vais. On peut dire aussi que maintenant, moi qui te connais bien, c'est que tout te tient à cœur. Tu vas voir quelqu'un qui est dans la misère, ça va t'émouvoir. Tu vas voir, je pense aussi, ça c'est vraiment l'hypersensibilité, c'est qu'on est tout prend des proportions beaucoup plus grandes que chez une personne qui n'est pas hypersensible. Oui, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont m'émouvoir, mais en même temps, je vais pas être sensible à tout non plus. C'est-à-dire que typiquement, la cause animale va plus m'intéresser que la cause humaine. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est souvent les choses, on va dire, qui sont comme par exemple l'environnement, où je me dis, c'est le futur, les personnes qui vont vivre après nous, elles seront sur la planète et elles n'auront rien demandé. Donc, c'est notre devoir un peu de laisser quelque chose qui soit viable. Et donc ça, oui, ça me tient vraiment à cœur. Mais il y a d'autres causes où je vais être quand même moins sensible à ce niveau-là. Le fait que tu pleures assez souvent, parce que je pense qu'on pleure assez souvent, c'est handicapant ou tu le prends maintenant comme une richesse et tu te dis c'est une émotion comme les autres? Je l'accepte, je pense, plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à beaucoup me retenir. Parce que moi, le pleur, c'est ma première manière de m'exprimer. Donc, c'est-à-dire que quand je suis contente, je vais pleurer. Alors oui, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup parce que le pleur, pour moi, c'est la première manière de m'exprimer. Donc, c'est-à-dire que quand je suis triste, je vais pleurer. Mais également quand je suis très heureuse, quand je suis angoissée, quand je suis face à une situation que je ne maîtrise pas. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense... facile pour tout le monde parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ont été très perturbées par cela et d'autres en revanche qui m'ont compris, qui m'ont dit t'inquiète pas, tu dois pas te cacher, c'est pas parce que tu pleures que je vais te juger ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'auparavant j'avais beaucoup plus de mal à laisser cette partie de moi s'exprimer et aujourd'hui j'accepte que voilà c'est comme ça et c'est simplement moi. Mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, surtout au niveau professionnel par exemple, on est face à des personnes qui n'ont pas forcément envie de nous comprendre. Et je peux pas me mettre à pleurer dans toutes les situations parce que ça pourrait être vu comme une attitude non professionnelle. Donc du coup, est-ce que au boulot, je suppose que tu n'en as jamais parlé, que tu étais hypersensible? Alors là, en fait, j'ai commencé un nouveau travail depuis 1 mois, donc non, j'en ai jamais parlé. Par contre, dans mon travail précédent, dans lequel je suis restée 2 ans, je voulais pas en parler, mais mes collègues, je pense,
l'ont deviné avec le temps, car c'était quelque chose qui était assez visible donc dans ma vie quotidienne au travail. Parfois, j'allais me mettre à pleurer simplement parce que voilà, j'étais contente de quelque chose et j'allais pleurer. Et bon, c'est pas tout le monde qui est habitué à se retrouver en face de quelqu'un comme ça. Mais j'ai quand même été face à des personnes plutôt compréhensives qui m'ont jamais fait sentir que c'était anormal, mais qui m'ont quand même mis en garde pour le futur, que je devais apprendre à gérer cela parce que c'est pas tout le monde qui allait être en mesure de l'entendre. Est-ce que tu as trouvé des petits trucs? Est-ce que tu vois des gens ou tu as des techniques? Est-ce que tu lis? Est-ce que je ne sais pas, tu fais de l'art? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te soulager? Ce qui me soulage le plus, je dirais, c'est la musique. Donc, c'est un peu la partie artistique de moi. Donc, j'ai fait du piano pendant 8 ans. Je n'en fais plus à ce jour, mais en tout cas, la musique, c'est vraiment quelque chose qui me permet de dégager mes émotions. C'est-à-dire que je vais écouter un morceau et ce morceau va m'apporter soit de la joie immense ou soit de la tristesse, mais dans les deux cas, en fait, je vais me sentir apaisée et ça va me permettre de plus vraiment penser à ma sensibilité. Je vais simplement me sentir libérée sur le moment. Et puis, il y a le sport aussi. Donc, le sport, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis que je suis arrivée en Belgique en 2018. Oui, parce que tu venais du Sénégal. Oui, donc j'ai habité 8 ans au Sénégal, mais également 5 ans à Paris. Et en fait, le sport, avant, pour moi, c'était un peu comme une corvée. C'était quelque chose, voilà, à l'école, on nous oblige à faire du sport. J'étais pas du tout sportive. Pareil, quand je suis allée à Paris, je me disais, bon, voilà, faut que je maintienne ma cause physique, mais c'était pas trop mon dada. Et puis quand je suis arrivée ici après mon diplôme, j'étais un peu dans une recherche, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'avais un diplôme en main, fallait que je trouve du travail, mais j'avais pas vraiment d'activité qui me motivait, donc je me suis mise à faire du sport et je me suis rendu compte que je l'ai plus vu du tout comme quelque chose d'embêtant. C'était devenu la meilleure période de ma journée quand j'allais à la salle de sport. J'avais tout qui partait dans ma tête, je pensais plus à rien. Et maintenant, c'est vraiment dans ça que je me réfugie quand j'ai besoin de liberté. Ben, je fais du sport et puis j'oublie tout ce qui peut mal se passer autour. Alors, pour l'instant, on vit une période en plus très, 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 très compliquée. Comment tu te protèges par rapport à tout ça? Est-ce que on peut se dire que tu vas pas regarder le journal télévisé? Est-ce que tu fais attention pour pas finalement avoir de la tristesse? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que au niveau des informations, avant, quand j'habitais avec mes parents, il y avait un peu une habitude de regarder le journal tous les jours. Tous les jours, on regardait les informations. Et en fait, quand j'ai commencé à habiter seule, j'ai regardé de moins en moins les informations. Et là, ça va faire 5 ans que je n'ai plus la télé chez moi. Et en fait, je regarde jamais le journal télévisé. Donc je pense que c'est pas forcément bien parce que c'est toujours important d'être informé. Mais par contre, je me sens quand même beaucoup mieux parce que les informations télévisées me causaient une énorme angoisse parce que j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi on parle que des choses qui ne vont pas dans le monde. Je pense que voilà, le journal télévisé, ça pourrait être moitié-moitié ou bien au moins avoir une petite note positive à la fin de chaque journal télévisé. Et là, le fait de plus avoir cet afflux d'informations négatives, ça m'a beaucoup aidé à être moins apeurée en fait par tout ce qui peut se passer. Et concernant la crise du coronavirus, je l'ai très mal vécu au départ parce que je me suis dit voilà, on va être coupé dans toutes nos libertés. Et maintenant, je suis un peu plus apaisée parce que certes, ça me fait pas plaisir quand je vois arriver les nouvelles qu'on va devoir se reconfiner, qu'on va devoir porter le masque pendant encore je ne sais combien de mois. Mais disons que je n'ai plus cette peur de l'inconnu du futur. Je me dis qu'il y aura forcément un mieux et que ça va forcément se terminer un jour et que ça n'empêche pas qu'on doit profiter de chaque instant avec nos proches et essayer de faire le maximum pour s'épanouir même dans des conditions extrêmes, quoi. Alors, j'ai lu dans un livre sur l'hypersensibilité, puisque j'en lis beaucoup pour l'instant, et je me suis reconnue parce que petite, j'avais cette angoisse tout le temps de mourir, de la peur de l'inconnu, la peur de la mort, qui finalement, maintenant, avec l'âge, va beaucoup mieux et je suis apaisée par rapport à ça. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Par rapport à la mort, c'est un sujet dont j'ai pas forcément du mal à parler, mais c'est vrai que c'est assez angoissant dans le sens où quand j'habitais encore avec mes parents, j'étais très bercée dans tout ce qui est religion. Donc ma mère est très catholique et on allait à la messe tous les dimanches. Donc en fait, je me posais pas la question parce que pour moi, la mort, c'était voilà, quand tu meurs, tu vas au paradis et je me suis jamais demandé
Est-ce que y avait autre chose Donc c'était pas effrayant pour moi. Par contre, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de personnes qui étaient athées, qui étaient progressistes. Et donc, tout ce qui est religion a pris une autre dimension dans ma tête. J'ai commencé à me poser vraiment beaucoup de questions existentielles, de me dire mais pourquoi on est là sur cette terre et peut-être que Dieu existe, mais peut-être qu'il n'y a pas de paradis, ou peut-être que Dieu n'existe simplement pas. Et donc, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus vraiment convaincue que voilà, on monte au ciel et tout le monde se retrouve. Donc c'est là que je commence à avoir plus peur, on va dire, de la mort. C'est sûr que si je meurs demain, je pense que si demain on me dit tu vas partir, oui, je vais être complètement terrorisée. Mais d'un autre côté, voilà, j'essaye de me dire qu'on peut rien y faire. Et ce qui me fait enlever cette peur, c'est me dire avant d'exister, je n'étais que poussière. Avant d'être un embryon dans le ventre de ma mère, je n'étais que poussière et j'allais très bien. Et donc c'est simplement peut-être ça qui m'attend, c'est on retourne à la poussière de l'univers et je me dis que c'est pas plus mal finalement. Est-ce qu'on peut dire que tu as ton cerveau qui fonctionne beaucoup, beaucoup? Tu penses énormément? Je pense que j'ai des périodes où je cogite, oui, beaucoup. Mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de moments où je vais essayer de pas trop réfléchir au sujet qui me cause de l'angoisse. C'est-à-dire quand on n'a pas la réponse à une question et qu'on y réfléchit trop, je crois que ça peut être nocif aussi pour nous. Donc j'essaye de rester terre à terre, mais tout en n'y pensant pas trop non plus. Et j'essaye de m'occuper l'esprit quand mon cerveau travaille trop. Je me dis bon allez, je vais me mettre à faire une activité, comme ça tu vas pas trop réfléchir parce que oui, si je commence à réfléchir trop, ça peut partir et prendre des proportions assez grandes. Et pour dormir, est-ce que ça va? Pour dormir, ça dépend les périodes. Donc c'est aussi vraiment en fonction de mon état émotionnel du moment. Il y a des périodes de ma vie où je vais très très bien dormir. Et il y a des périodes, surtout en hiver, comme en ce moment, quand on commence à perdre de la luminosité, ça joue beaucoup sur mon état mental. Et donc là, je vais avoir plus de mal à dormir parce que je vais avoir tendance à plus réfléchir le soir, à plus me poser des questions sur mon avenir, sur ma place dans cette société. Et oui, donc là, ça commence à être plus difficile pour s'endormir. Alors toi qui as vécu sur 2 continents différents, puisque tu as vécu en Afrique, au Sénégal, et tu es ici en Europe, est-ce que tu as vu une différence par rapport à peut-être la mentalité entre guillemets des gens, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ton hypersensibilité? Alors oui, il y a une énorme différence. Je dirais qu'en Afrique, les gens, en fait, ils sont beaucoup plus dans le moment présent parce qu'ils savent pas de quoi l'avenir est fait. Et donc, ils vont vraiment vivre à fond le moment. Donc, on va dire que c'était peut-être plus compatible avec mon hypersensibilité, dans le sens où moi, comme je vis tout fois 1000, ben, vivre tout dans le moment présent et avoir vraiment cette sensation que tout est super beau. Voilà, donc c'était plus, je pense que c'était plus compatible avec moi. Tandis que en Europe, donc en Belgique, je vais parler pour la Belgique et la France parce que je connais pas trop les autres pays, mais les gens sont plus dans la planification, ils sont vraiment, voilà, on doit prévoir notre vie, on doit rentrer dans telle ou telle case, et donc ça va me causer plus d'angoisse, et ce côté hypersensible va être vécu plus de manière négative, je dirais. Est-ce que tu retournes encore en Afrique? Alors j'y retourne en moyenne une fois par an, donc ma mère elle habite actuellement au Bénin, donc oui j'y retourne quand même assez souvent, et c'est toujours un plaisir parce que je me sens quand même, étant donné que je suis moitié africaine, je sens quand même mes racines quand je vais là-bas, et ça me fait toujours un bien fou de retrouver l'Afrique. Et ça peut t'apaiser? Oui, ça m'apaise, c'est vrai que quand j'y suis, je n'ai jamais fait le lien, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'angoisse, en tout cas quand je suis là-bas, et je me sens vraiment plus apaisée, j'ai moins peur. J'ai moins peur de ce qui pourrait se passer dans le futur. Je suis plus vraiment dans... Je profite de tout ce que je vis. Et donc, ça me fait vraiment du bien, oui, d'aller là-bas. Je me sens très très calme là-bas par rapport à ici, où effectivement, comme toi, j'ai plein d'angoisse. Donc, sur le futur, sur le fait de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de chien, non, c'est pas grave, mais c'est ce fait de, comme tu disais, de mettre les gens dans des cases. Oui, moi j'ai beaucoup de mal avec cette idée parce que je pense que chacun a son individualité, chacun a ses qualités, ses compétences. Et en fait, je l'ai plus ressenti ici, c'est-à-dire
on va toujours nous dire voilà comment il faut agir, on doit faire ci, on doit faire ça. Et en fait, on n'a pas beaucoup de libre arbitre. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on veut essayer de faire les choses différemment, on va dire que voilà, on est hors norme, on est un peu marginal. Et je pense que c'est un peu mettre une limite à l'expression. On peut dire aussi que t'es assez double parce que quand on discute et que t'as quelque chose qui va te tenir très 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 fort à cœur et que tes émotions vont prendre le dessus, ou tu vas peut-être perdre pied, et puis après on va pouvoir en discuter et puis là, la raison va revenir. Ben, ça dépend, c'est-à-dire que la raison, c'est quelque chose qui est toujours un peu présent. Donc, qu'il y ait de l'émotivité ou pas, je vais toujours prendre en compte la raison, mais ça va jamais être le moteur vraiment de ce qui me fait agir. Donc, ce sont les émotions en premier. Oui, c'est toujours les émotions, dans le sens où même quand je prends une décision, je me dis oui, c'est ok, c'est plus raisonnable, mais je sais que si mon intuition m'avait dit il faut faire autrement, même si c'était complètement irresponsable, je l'aurais quand même fait. Le monde merveilleux pour toi, ce serait quoi? Le monde merveilleux, ce serait un monde sans pollution, sans hypocrite. J'ai beaucoup de mal avec les gens hypocrites, j'en ai connu énormément. Des fois, je me demande même si je le suis pas devenue un peu moi aussi, parce que voilà, quand on tombe face à des personnes avec un certain type de caractère, on se dit bah, c'est plus facile de faire comme si on était d'accord plutôt que rentrer dans les débats. Mais oui, un monde sans hypocrisie et un monde avec des gens qui ont du cœur, parce que je pense que ça manque beaucoup de nos jours. Je me demande toujours quand je rencontre des personnes parfois, est-ce que ces personnes ont un cœur franchement? Et je pense que ce serait vraiment la plus belle chose qu'il y ait un monde avec des personnes plus compréhensives, qui sont solidaires les unes les autres et qui sont pas toujours à se marcher dessus. Qu'on soit moins dans l'individualisme. Oui, c'est ça, qu'on soit moins dans l'individualisme, on pas entrer dans le communisme non plus, mais je veux dire que voilà, on se soutienne, qu'on voit pas uniquement nos propres intérêts, qu'on soit vraiment dans le partage, dans plus de positivisme aussi, parce que comme je donnais l'exemple du journal télévisé, mais c'est valable dans plein d'autres choses, on a tendance à vraiment regarder que le négatif parfois. Et je me dis toujours, voilà, si je mourais demain, j'aimerais bien retenir le positif. J'aimerais pas me dire que j'ai passé mon temps à me plaindre, à me dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'aimerais bien me dire, voilà, t'as bien vécu, t'as eu de la chance. Et avoir toujours cet esprit de positif. C'est quoi justement le côté positif? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je suis sûre qu'il y a une fleur qui s'ouvre, ça te fait plaisir. Que je suis sûre que le ciel est bleu, tu vois du positif et du beau. Oui, bah ça me fait sourire parce que c'est quelque chose vraiment qui me fait énormément de bien de voir la nature. Et c'est des choses parfois quand je suis avec des amis, ben je vais m'émerveiller devant simplement un ciel bleu avec des nuages et des oiseaux qui volent. Et je vais être là, oh regardez comme c'est beau. Et puis bah les gens ils me répondent bah oui c'est un ciel quoi. Et en fait ils me comprennent pas toujours, ils se disent bah c'est quoi qui l'émerveille autant, alors que moi je vais être vraiment émerveillée par des choses qui sont naturelles, mais il suffit qu'un jour le ciel soit un peu plus bleu que les autres jours et je vais vraiment rester éblouie quoi. Et c'est pareil avec les fleurs. Bon, il y a des fleurs que je trouve banales, mais il y a aussi des fleurs que je peux regarder pendant super longtemps. Les animaux c'est la même chose, les arbres. Il y a vraiment beaucoup de choses de la nature. Ça m'arrive des fois aussi avec l'art, mais pas dans tout. Ça va plutôt être la peinture. Mais ça m'arrive avec beaucoup de choses que les gens vont trouver banales et que moi je vais trouver ça vraiment éblouissant. Est-ce que tu crois que nos hypersensibilités se sont trouvées, que c'est peut-être pour ça qu'on a ce lien qui est très fort? Ben oui, je pense, parce qu'en fait, quand je me rappelle de notre relation plus tôt, ben j'en ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, mais je sais qu'on avait un lien très très fort et que je savais pas trop comment l'expliquer. Et je me souviens aussi que quand on a eu à se séparer, j'étais très très triste. Et que quand on s'est retrouvés, c'était comme une évidence pour moi que ça devait se passer comme ça. Et je pense que c'est peut-être aussi du fait qu'on est toutes les deux hypersensibles. Des fois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, parce qu'on ressent les choses très fort, sans poser forcément des mots dessus. Mais je pense que c'est joliment dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De savoir gérer mon hypersensibilité, parce qu'encore une fois, je suis convaincue que ça peut vraiment être une force et qu'il faut simplement savoir l'utiliser de la bonne manière, et qu'on peut vraiment arriver à des belles choses et
à faire de ce monde un monde meilleur en utilisant notre hypersensibilité et pas que les gens autour de nous et surtout nous-mêmes le voient comme une faiblesse. Alors moi, je voulais remercier, c'est Émilie Sommers qui est ma coach et qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide beaucoup par rapport à cela. Et elle m'avait conseillé une lecture qui s'appelle Hypersensible mais heureux. Et je trouve que c'est un bouquin, dès que tu lis la première page, tu te reconnais. Mais je pense c'est important aussi de s'affirmer et de pas avoir honte de qui on est, parce que finalement, on est comme ça. Et puis c'est apprendre à laisser. Et on apprendra, et moi je l'apprends en tout cas avec l'âge aussi, c'est de se dire que t'as envie de voir les gens qui te comprennent, et puis les autres, c'est pas pour ça, sont certainement des gens bien, mais c'est qu'on a peut-être rien à faire ensemble. Dans 10 ans, tu te vois comment ? Dans 10 ans, je me vois comment ? Franchement, je sais pas, j'ai un peu du mal, j'ai du mal à me projeter, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Tu m'aurais peut-être posé cette question il y a 5 ans, je t'aurais dit je me vois avec un travail, une maison, un mari, des enfants, un chien. Sauf que là, j'ai de plus en plus de questionnements, de me dire à quoi ça sert finalement tout ça. Parfois, j'ai juste envie de me dire voilà, je vais travailler autant que je peux et puis quand j'aurai économisé, je vais partir sur une île déserte pour juste profiter de la beauté du monde. Et donc franchement, je sais pas. Je préfère pas me faire des idées car la vie m'a aussi appris que quoi qu'on planifie et quoi qu'on espère, ça se passe jamais comme prévu. Et donc, je préfère n'avoir aucune attente et simplement prendre les opportunités qui s'offriront à moi et en tirer le meilleur. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, et je l'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, et il y a peut-être une personne qui est hypersensible mais qui ne le savait pas et qui se reconnaît en toi, tu pourrais lui dire quoi ? Je pourrais lui dire tu n'es pas seule, il y en a beaucoup d'autres comme toi. Et surtout, il faut pas hésiter à en parler. Faut pas en avoir honte non plus. Parfois, on a l'impression d'être seul au monde, on a l'impression que personne ne nous comprend et qu'on n'est pas sur la bonne planète. Mais en fait, c'est simplement qu'on vit les choses différemment et que il faut savoir aussi avoir de l'empathie pour les autres personnes qui nous voient et qui comprennent pas toujours, mais qui, je pense, essayent de nous comprendre. Et voilà, simplement, il faut s'accepter comme on est. Il faut faire de son mieux pour vivre dans ce monde qui n'est pas toujours facile. Mais je crois aussi qu'il faut voir la beauté et il faut se dire qu'on a de la chance parce que nous, au moins, on voit les choses avec plus de beauté que le reste du monde. Et ça, c'est vraiment, je pense, une énorme chance. Merci beaucoup, Shari Molnar.